Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de Cigarios et Calva, votre podcast littéraire et politique. Au menu aujourd'hui, Par-delà l'Androcène de Sandrine Rousseau, Sandrine Roudot et Adélaïde Bon, paru en août 2022 aux éditions du Seuil, et Les Nouvelles Femmes de droite de Magali Della Suda, paru en 2022 aux éditions Hors d'Atteinte. L'émission du jour s'intitule Par-delà la misandrie. Si j'ai choisi ce titre, c'est bien évidemment pour répondre au titre Par-delà l'Androcène, mais aussi pour souligner la haine de l'homme qui anime la famille de pensée féministe à laquelle appartiennent Sandrine Rousseau et ses amis. Voici en effet, et entre autres, ce que l'on peut lire dans l'essai de Madame Rousseau, je cite. Françoise Héritier a démontré que le mépris multiséculaire du masculin pour le féminin vient de la volonté des hommes incapables d'enfanter de contrôler la reproduction. Ce mépris est une construction sociale appuyée sur une hétéronormativité fort commode. En favorisant et en normalisant l'hétérosexualité, on distingue les deux sexes politiques, sociaux, comme le dirait Monique Wittig. Aujourd'hui, cette violence vient de priver des millions de femmes américaines du droit de disposer de leur corps, du droit de vivre une grossesse désirée. Aujourd'hui, cette violence s'exerce même in utero par avortement sélectif. Des millions de femmes manquent en Chine, en Inde, détruites à peine conçues parce que femmes. Parce que femmes et rien, pas d'indignation, de pression diplomatique. Nos gouvernements seraient-ils si passifs si dans un pays quelconque gouverné par des femmes, les hommes étaient éliminés avant de naître. Fin de citation. Cet extrait était un peu long. Désolé pour ce déversement de logorée gaucho-féministe. Mais c'était indispensable pour déceler toutes les haines et toutes les contradictions de celles qui prétendent lutter contre le règne de l'Androcène, c'est-à-dire contre la domination du patriarcat. De ce passage du livre, un passage hautement révélateur, nous allons en effet tirer plusieurs propos édifiants si l'on gratte le mince vernis intellectuelo-politique de cette prose féministe. Commençons par leurs références. Si vous ne connaissez pas Françoise Héritier, citée au début de l'extrait, il s'agit d'une anthropologue décédée en 2017 qui soutenait que la différence de gabarit entre les hommes et les femmes venait d'une privation de nourriture imposée aux femmes par les hommes depuis les débuts de l'humanité. Aucun scientifique ne s'est bien évidemment fourvoyé à soutenir cette thèse tout droit sortie du cerveau malade de militantes féministes, ceux-ci déclarant même que, je cite, le dimorphisme sexuel est au contraire plus faible chez les humains que chez les autres grands singes, suggérant un processus inverse et non lié à des problématiques alimentaires. Fin de citation. Françoise Héritier, vous en serez très certainement surpris, était socialiste et favorable au mariage des homosexuels. Quant à Monique Wittig, citée à peu près au milieu de l'extrait, il s'agit tout simplement d'une militante féministe lesbienne, fondatrice en 1971 des Gouines Rouges, le premier groupe lesbien constitué à Paris. Voilà qui en dit long sur les références littéraires des auteurs de Par-delà l'Androcène. Mais pour en revenir aux auteurs, justement, le passage que j'ai cité révèle toute la misandrie de leur démarche, leur haine des hommes et leur haine de l'hétérosexualité. Reprenons leurs termes, je cite. Le mépris multiséculaire du masculin pour le féminin vient de la volonté des hommes incapables d'enfanter de contrôler la reproduction. Ce mépris est une construction sociale appuyée sur une hétéronormativité fort commode. En favorisant et en normalisant l'hétérosexualité, on distingue les deux sexes. Première chose, si on suit le raisonnement des auteurs, les hommes auraient construit artificiellement une société basée sur l'hétérosexualité par mépris des femmes dont ils veulent contrôler la reproduction. On touche ici à l'une des arnaques du camp gaucho-féministe, et même du camp gauchiste en général, faire croire que la société traditionnelle n'est qu'une construction. C'est une arnaque car ce sont les idées du camp gauchiste qui sont des constructions. Parce que l'homme est homme et la femme est femme depuis la nuit des temps. Les lois de Dieu enseignent que les fils et les filles quittent père et mère pour devenir eux-mêmes des pères et des mères qui engendreront leurs propres fils et filles. C'est sur cette évidente loi naturelle que toutes les sociétés humaines sont nées, ont existé et ont perduré depuis la nuit des temps. Il s'agit ici de la loi naturelle et non d'une construction. Dire que ce n'est qu'une construction et qu'il convient de la déconstruire,
C'est tout simplement avouer vouloir détruire le modèle de société qui a accueilli la vie et garanti notre survie jusqu'à maintenant. Et cela, c'est la manifestation d'une pure détestation de la complémentarité homme-femme, ce que je pourrais qualifier de discours hétérophobe si j'étais, comme Sandrine Rousseau, édité au Seuil. Et comme par hasard d'ailleurs, ce discours de négation de la complémentarité homme-femme se confond dans la misanthropie la plus radicale quand les mêmes hétérophobes prônent l'avortement, la contraception, la vasectomie et la nécessité d'arrêter de faire des enfants pour sauver la planète, mais nous y reviendrons un peu plus tard, car avant j'aimerais me pencher sur un drôle de silence, une étrange omission. Lorsque mesdames Bon, Roudot et Rousseau écrivent ceci, je cite à nouveau, « Aujourd'hui, cette violence s'exerce même in utero par avortement sélectif. Des millions de femmes manquent en Chine, en Inde, détruites à peine conçues parce que femmes. » Ce passage, si l'on n'y prête pas attention, peut laisser penser que l'élimination des femmes à naître est due à la volonté politique d'hommes regroupés en gouvernement en vue de pratiquer le féminicide à échelle industrielle. En vérité, cette politique de mort n'a rien à voir avec le fait d'être menée par des hommes, sinon elle serait menée partout sur la planète. Non, cette politique a à voir avec la nature des régimes qui la pratiquent. Et devinez quel est le point commun entre la Chine et l'Inde. Un point commun que, comme par hasard, Bon, Roudot et Rousseau n'ont pas souhaité évoquer. Vous ne trouvez pas ? Alors regardons la constitution de ces deux pays. Celle de la Chine désigne le pays comme un État socialiste, et celle de l'Inde désigne le pays comme une république socialiste. C'est quand même bizarre que cette subtilité ait échappé à celle qui cite Karl Marx quelques pages avant cet extrait. Ça doit être une version gauchiste du fameux « en même temps », cher à Emmanuel Macron. Et en parlant du « en même temps », comment ne pas parler de l'incroyable présence, au sein d'un même paragraphe, d'une défense de l'avortement et d'une défense du droit à naître. C'est proprement hallucinant. Je vous repasse l'extrait et on en reparle juste après. Je cite. Aujourd'hui, des millions de femmes sont privées du droit de disposer de leur corps, du droit de vivre une grossesse désirée. Aujourd'hui, cette violence s'exerce même in utero par avortement sélectif. Des millions de femmes manquent en Chine, en Inde, détruites à peine conçues parce que femmes et rien, pas d'indignation, de pression diplomatique. Nos gouvernements seraient-ils si passifs si, dans un pays quelconque gouverné par des femmes, les hommes étaient éliminés avant de naître ? On a ici un véritable plaidoyer pour la vie. L'avortement est désigné comme une violence in utero. C'est ce que disent les pro-vie. L'avortement est désigné comme étant la destruction d'un être humain conçu. C'est ce que disent les pro-vie. L'avortement est désigné comme une arbitraire et scandaleuse élimination avant de naître. C'est ce que disent les pro-vie. Pourtant, cette citation n'est pas un micro-pamphlet pro-vie et anti-avortement, bien au contraire. Ici, ce qui a donné une fraction de lucidité et donc de révolte contre l'avortement, c'est que les auteurs ont remplacé enfant à naître par femme à naître. Tuer des enfants est un droit, mais tuer uniquement des enfants-filles est un crime. Voilà la pensée bizarre et odieuse de Rousseau et compagnie. Une odiosité qui n'empêche pas ces gens-là de prétendre se parer de haute valeur morale pour qualifier de toutes les insultes possibles ceux qui militent pour que tous les enfants, sans aucune distinction, aient le droit de ne pas être assassinés dans le ventre de leur mère. Voilà, pour les griefs principaux que j'ai contre cet essai de Bon, Roudot et Rousseau, même s'il y aurait beaucoup à dire, car on pourrait faire une conférence sur chaque paragraphe tant ce livre ressemble au délire de comptoir d'un étudiant gauchiste sous 8-6 en première année de sociaux. Par exemple, il est proposé de remplacer le patriarcat par le matriarcat, tout en précisant que ce ne serait pas le passage d'une tyrannie à l'autre, mais le passage du fascisme au bonheur des peuples. Il est également plusieurs fois rappelé qu'on va tous mourir du réchauffement climatique, sauf si on se lance dans l'intersectionnalité des luttes anticapitalistes et antipatriarcales. On apprend d'ailleurs à ce sujet que les femmes et les filles sont les premières touchées par l'urgence climatique. Ben oui, c'est bien connu. Le patriarcat a réservé les ombrelles et la crème solaire aux hommes, certainement. On apprend également dans ce bouquin qu'une société monoculturelle est une société dangereuse, alors que les chiffres comparés entre pays avec et sans immigration
prouve objectivement que ce sont les sociétés multiculturelles qui sont les plus violentes et les plus dangereuses, notamment pour les femmes. Et enfin, car il faut bien s'arrêter un moment, le fameux Oxfam est appelé à la rescousse des idées du trio féministe. Alors Oxfam, je me les étais payés il y a 1 an et demi dans le 2e numéro de mon magazine Réflexion, et voici ce que j'en disais. Oxfam France est une organisation qui milite entre autres pour l'immigration et pour l'accueil des migrants, mène un combat féministe anti-homme, prétend combattre le capitalisme en proposant un néo-communisme caché derrière les bons sentiments de la lutte contre les inégalités et pour la sauvegarde de la planète, etc. Oxfam France a bien entendu placé en janvier 2022 le mouvement Black Lives Matter parmi les organisations qui font progresser l'humanité. Voilà le type d'organisation qui inspire le militantisme politique de mesdames Bon, Roudot et Rousseau. Rien de surprenant finalement, mais on se doit de le dénoncer, car ces gens-là prétendent parler au nom de la science universitaire, au nom de l'objectivité, au nom du bien, au nom de hautes valeurs générales, alors qu'ils ne parlent qu'en tant que militants, que partisans d'une cause politique, et c'est important que nous le rappelions. Mais, puisque sans le faire exprès, depuis le lancement de Sigarios et Calva, je vous ai habitué à des podcasts d'environ un quart d'heure, je vais me permettre d'épiloguer un peu sur l'esclavage, puisque si mes calculs sont bons, nous ne sommes pas encore à 15 minutes. Alors l'esclavage, dans ce torchon gaucho-féministe, où le racisme anti-blanc est prégnant, eh bien l'esclavage, il est mis sur le dos des Blancs, qui sont accusés d'ailleurs à la ligne suivante d'avoir martyrisé les Juifs. À la lecture de cette double accusation mensongère, je me suis rappelé l'article que j'avais écrit sur l'esclavage dans le 1er numéro de Réflexion, en me basant sur les travaux d'Hervé Ryssen. Je ne vous en fais pas la lecture car le développement s'est allé sur 6 pages, mais j'y présentais les esclavagistes juifs qui ont fait tant de mal à notre race, cette même race que Bon, Roudot et Rousseau osent pourtant accuser de tous les maux. En voici un court résumé. L'historien juif Heinrich Graetz explique sans détour qu'à la chute de l'Empire romain, les Juifs se livraient sur une grande échelle au commerce des esclaves. Au 7e siècle, les esclavagistes juifs vendaient les chrétiens aux Maures. Au 9e siècle, les esclavagistes juifs enlevaient des enfants chrétiens pour les vendre en Espagne aux Sarrasins. L'historienne juive Roberta Strauss-Feierlicht écrit en 1983 dans The Fate of Jews la chose suivante, je cite, « Des Juifs de Bohême achetaient des Slaves et les revendaient aux Juifs espagnols qui les revendaient aux Mauresques. » Un autre auteur juif, Joselis Brucus, a écrit cette phrase. « Déjà au Xe siècle, les Juifs possèdent les mines de sel à Nuremberg, ils font du négoce d'armes et exploitent les trésors des églises, mais leur grande spécialité est l'esclavagisme. » Un autre auteur juif, Israël Abrahams, écrit dans la Jewish Encyclopedia qu'au XIIe siècle, les Juifs espagnols doivent leur fortune au négoce d'esclaves. Et tout cela a duré jusqu'aux années 1990 et la chute de l'Union soviétique, où des dizaines de milliers de jeunes femmes russes, moldaves et ukrainiennes ont littéralement été kidnappées par le biais de petites annonces fallacieuses et obligées de se prostituer dans des bordels en Israël. J'en passe et des pires, car ce n'est pas un podcast sur ce sujet, mais cela me permet de revenir au sujet justement pour dénoncer les mensonges de Sandrine Rousseau, de Sandrine Roudot et d'Adélaïde Bon, qui sous prétexte de prôner la déconstruction de notre civilisation au nom du bien-être des femmes, ne font qu'apporter un peu d'eau au moulin de la gauche française qui ne tourne qu'au racisme anti-blanc et anti-chrétien. En tout cas, j'aimerais profiter de ce podcast sur la misandrie pour évoquer un autre ouvrage, celui de Magali Della Suda, intitulé « Les nouvelles femmes de droite », et sorti l'année dernière chez Hors d'Atteinte. En effet, il n'y a pas que la misandrie qui motive les gauchos féministes. Il y a aussi une haine dirigée contre les femmes de droite. Mais tout se recoupe, car au final on en revient toujours au même. Il s'agit de dénoncer les hommes ou les femmes qui refusent de s'abandonner au relativisme, à la décadence et à la subversion. Alors, Les nouvelles femmes de droite, c'est un livre qui s'ouvre contre les femmes ayant participé à la Marche pour la vie, une manifestation qui se déroule chaque année à Paris pour dénoncer les avortements et les euthanasies. D'ailleurs, la prochaine Marche pour la vie aura lieu le dimanche 21 janvier 2024. J'espère vous y croiser nombreux et qu'on en profitera, 21 janvier oblige, pour trinquer à la mémoire du roi. Enfin bref, revenons au bouquin de Magali Della Suda.
Celle-ci nous explique que les femmes de droite sont des femmes antiféministes, ce qui diminue leur qualité de femme. T'es pas de gauche, donc t'es pas une vraie femme. Voilà le niveau d'un ouvrage à prétention scientifique. Ah oui, je vous ai pas dit. Magali est chercheuse au CNRS, excusez du peu. D'ailleurs, Magali reproche aux femmes engagées dans diverses organisations classées à droite d'appartenir à un pôle conservateur incompatible avec le féminisme étant forcément de gauche et une vraie femme étant forcément féministe. Sacrée vision de la femme, merci Magali. Page 150 d'ailleurs. L'auteur relate l'expulsion du groupe Némésis d'une manifestation contre les violences sexuelles en sous-entendant largement que c'est mérité et que c'est ce qu'Alice Cordier et ses militantes espéraient. Némésis a en effet commis ce jour-là le crime des crimes, se plaindre du comportement déplacé des racailles envers les femmes. Le sang de celles qui ne jurent que par la dénonciation de l'homme blanc en chemise-cravate n'a fait qu'un tour. Dehors Némésis, pas gauchiste, donc pas vraie femme. La dernière phrase de l'étude boiteuse de Magali est un magnifique aveu. Je cite. Pour autant, un point commun rassemble les nouvelles femmes de droite dans une opposition commune au droit des femmes à accéder à l'avortement et aux techniques reproductives. Fin de citation. Cette conclusion est énorme. La pseudo-étude, qui s'étale quand même sur 250 pages, se termine par un simple « ouin ouin ». Vous imaginez si les femmes de droite prennent le pouvoir? Ouin ouin, on pourrait pas tuer des bébés? Ouin ouin, on pourrait pas créer des orphelins avec la PMA sans mère et la PMA sans père? Ouin ouin, on pourrait pas louer les utérus des femmes pauvres pour ensuite leur prendre leurs enfants grâce à la GPA? Ah oui, j'ai failli oublier. L'éditeur de ce bouquin, hors d'atteinte, se définit lui-même comme, je cite, « une maison d'édition féministe où s'arment les luttes émancipatrices d'aujourd'hui et de demain ». Enfin bref, quoi qu'il en soit, je remercie toutes ces gauchos féministes d'écrire des livres et de laisser ainsi à l'histoire et à l'humanité la trace indélébile de l'odiosité des atrocités qu'elles prônent au nom de la tolérance. Voilà, chers amis, c'est la fin de ce 4e épisode de Sigarios et Calva. N'hésitez pas à le faire écouter à des amis si vous l'avez apprécié. Et en attendant, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le vendredi 3 novembre à 19h, pour un Sigarios et Calva consacré à Chuck Palahniuk.